Février de l'an 1634. La ville d'Eger, à la frontière même de la Bohême, un vent glacial hurle dans les ruelles étroites, recouvrant de neige les murs de la forteresse. L'Europe, pour la 16e année consécutive, se tord dans l'agonie de la guerre la plus terrible qu'elle ait jamais connue. Une guerre qui rayera de la carte des peuples entiers, transformera des terres florissantes en déserts, et changera à jamais le visage du continent. Ici, dans cette ville frontalière gelée, dans la maison du commandant, se prépare le dernier acte de la plus grande tragédie de cette guerre. Dans ses appartements souffrant des tourments de la goutte, un homme essaye de trouver le sommeil, un homme dont le nom résonne dans toute l'Europe, suscitant chez les uns l'admiration, chez les autres une horreur superstitieuse. Lui, Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein, duc de Friedland, de Mecklembourg, prince de Sagan. Généralissime et amiral des mers océanes et baltiques, commandant en chef des armées de Sa Majesté impériale. Du moins, il l'était encore hier, lui, une énigme vêtue de velours noir et d'acier. L'homme qui, parti de presque rien, a créé la plus grande armée de son époque. Une armée qui n'était fidèle ni à l'empereur, ni à un drapeau, ni à une foi, mais seulement à lui seul, son créateur et son maître. Il a changé les règles mêmes de la guerre, proclamant le principe que la guerre nourrit la guerre, et a contraint des pays entiers à entretenir ses légions. Par 2 fois, il a sauvé l'empire des Habsbourg de l'effondrement total. Ses ennemis le craignaient, mais ses amis le craignaient encore plus. Ses ambitions semblaient sans limite, ses motivations impénétrables. Il croyait aux prédictions des étoiles plus qu'aux paroles des rois, et bâtissait ses plans en fonction du mouvement des planètes. Mais aujourd'hui, les étoiles ne lui sont pas favorables. Aujourd'hui, à Vienne, au palais impérial, son nom est déjà prononcé avec haine. On le traite de traître et de parjure. La patente, signée par l'empereur Ferdinand II lui-même, a déjà été envoyée à toute l'armée. Wallenstein est démis de ses fonctions, déclaré hors la loi. Ses généraux, ceux qu'il a comblés d'or et de terre, ont déjà prêté serment de fidélité à de nouveaux commandants. Et ici, à Eger, dans le château, ses officiers les plus fidèles boivent du vin lors d'un banquet, ignorant que c'est leur dernier repas. Les conspirateurs, des mercenaires irlandais et écossais dirigés par le colonel Butler, affûtent déjà leurs épées et leurs hallebardes. Dans quelques heures, ils feront irruption dans la salle du festin et massacreront les commandants fidèles à Wallenstein. Et puis, sous le couvert de la nuit, ils viendront pour lui. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment un homme parvenu à un pouvoir presque royal, créateur d'une armée invincible, est-il devenu en un instant un gibier traqué? Était-il vraiment un traître, complotant pour renverser l'empereur et devenir roi lui-même? Ou était-il un génie incompris, qui tentait d'imposer par la force la paix à une Allemagne dévastée, en avance sur son temps? Pour trouver des réponses à ces questions, nous devons entreprendre un voyage au cœur même de la tornade de feu qu'est la guerre de 30 ans. C'est l'histoire d'un homme qui devint l'incarnation vivante de cette guerre, de sa grandeur, de sa cruauté et de ses contradictions insolubles. C'est l'histoire d'Albrecht von Wallenstein. Avant que notre personnage principal n'entre en scène, nous devons examiner la scène elle-même. Car le drame de Wallenstein est inextricablement lié à la tragédie qui s'est jouée au cœur de l'Europe dans la première moitié du XVIIe siècle. La scène de cette tragédie était le Saint-Empire romain germanique, une entité aussi majestueuse dans son idée qu'archaïque, lâche et déchirée par les contradictions dans sa réalité. Imaginez une carte de l'Europe centrale de l'époque. Ce n'est pas une mosaïque ordonnée d'États-nations, mais un patchwork fantasque cousu de centaines, voire de milliers de territoires semi-indépendants. Il y avait de grands et puissants électorats comme la Saxe, le Brandebourg et la Bavière, des duchés et des comtés plus petits, les possessions d'évêques et d'archevêques, qui étaient en même temps des souverains séculiers,
des villes libres d'empire ne relevant que de l'empereur, et d'innombrables possessions naines de chevaliers d'empire, se composant parfois d'un seul château et de quelques villages. Au-dessus de tout ce conglomérat s'élevait la figure de l'empereur. Il n'était pas un monarque absolu à la manière des rois de France ou d'Espagne, mais plutôt un arbitre suprême, le garant de la constitution impériale. Son pouvoir était réel, mais limité par la volonté des 7 princes électeurs, les princes les plus puissants, qui avaient le droit d'élire le nouvel empereur. Depuis plus de 100 ans, la couronne impériale appartenait presque sans interruption à la dynastie des Habsbourg, qui, outre le titre d'empereur, possédait d'immenses domaines héréditaires en Autriche, en Bohême, en Hongrie et contrôlait l'empire espagnol avec ses richesses incalculables du Nouveau Monde. Les Habsbourg voyaient leur mission dans l'unification de l'empire sous leur autorité et dans la défense de la foi catholique. Et c'est précisément cette seconde tâche qui devint le détonateur qui fit exploser l'Europe. Au XVIe siècle, l'Allemagne fut déchirée par la Réforme. La paix d'Augsbourg de 1555 tenta d'éteindre cet incendie en établissant un compromis fragile. Son principe fondamental était « cuius regio, ejus religio », à chaque prince son culte. Cela signifiait que chaque prince pouvait déterminer dans ses domaines la religion officielle, catholicisme ou luthéranisme. C'était un pas vers la tolérance religieuse, mais il recelait 2 bombes à retardement. Premièrement, il ne reconnaissait pas le calvinisme, qui, au début du XVIIe siècle, avait acquis une force immense, en particulier dans le Palatinat, le Brandebourg et la Bohême. Les calvinistes se retrouvèrent hors la loi. Deuxièmement, il existait ce qu'on appelait la réserve ecclésiastique, qui stipulait que si un évêque ou un abbé possédant des terres ecclésiastiques se convertissait au protestantisme, il devait renoncer à ses possessions et à sa dignité, et qu'un catholique devait être élu à sa place. Les protestants contestaient cette règle, et en pratique, elle était souvent violée, ce qui entraînait des conflits constants pour la sécularisation des très riches terres de l'Église. Au début du XVIIe siècle, l'atmosphère dans l'Empire était électrique. Chaque camp se sentait en danger. Les protestants voyaient l'Église catholique remise du choc de la Réforme et inspirée par les idées de la contre-réforme et de l'ordre des Jésuites. Passaient à l'offensive, tentant de regagner les positions perdues. En 1608, les princes protestants, craignant une revanche, s'unirent dans l'Union évangélique dirigée par l'électeur palatin Frédéric IV. En réponse, en 1609, les princes catholiques créèrent leur propre alliance militaire, la Ligue catholique, dirigée par le puissant et ambitieux duc Maximilien de Bavière. L'Empire se scinda en 2 camps armés et hostiles. N'importe quelle étincelle pouvait enflammer cette poudrière. La cour impériale des Habsbourg à Vienne, en particulier sous les empereurs Rodolphe II et Matthias, fit preuve de faiblesse et d'indécision, tentant de louvoyer entre les factions. Mais leur héritier, l'archiduc Ferdinand de Styrie, était d'une toute autre trempe. Élevé par les jésuites, c'était un catholique fanatique et sans compromis, qui voyait son devoir sacré dans l'éradication de l'hérésie sur ses terres. Il était prêt à restaurer par la force la domination du catholicisme dans tout l'Empire. Et la mèche fut allumée au cœur même des possessions des Habsbourg, dans le royaume de Bohême, la Tchéquie actuelle. La Bohême était un pays unique. Bien que ses rois fussent des Habsbourg, elle jouissait d'une large autonomie, et la majorité de sa population et de sa noblesse était protestante, hussites, luthériens, calvinistes. L'empereur Rodolphe II avait été contraint de leur accorder en 1609 une lettre de majesté, garantissant la liberté de culte. Mais lorsque Ferdinand, avant même de devenir empereur, fut nommé roi de Bohême, il commença immédiatement à s'attaquer aux droits des protestants. Il interdit la construction de nouvelles églises protestantes, confia l'administration aux catholiques et fit clairement savoir qu'il avait l'intention d'en finir avec l'hérésie. La patience des nobles tchèques était à bout.
Ils y virent une atteinte directe à leurs libertés ancestrales et à leur foi. La tension montait de jour en jour. Toute l'Europe retenait son souffle. Il était clair pour tous que c'est ici, à Prague, que se déciderait le sort de l'Allemagne. Et c'est dans ce chaudron bouillonnant de l'histoire, dans ce monde gros d'une guerre, que devait bientôt entrer un jeune noble bohémien, ambitieux, un inconnu de tous, nommé Albrecht von Wallenstein. Il n'était encore ni duc, ni généralissime. Il n'était qu'un petit prédateur, cherchant sa proie en eau trouble. Mais il sentait instinctivement que la tempête approchait, et il était prêt à surfer sur ces vagues. Tandis que les grandes puissances redessinaient la carte de l'Europe, et que de puissants princes se préparaient à une guerre inévitable, dans une province tranquille de Bohême, loin de l'éclat de la cour impériale, grandissait le garçon destiné à devenir l'homme le plus puissant et le plus haï de l'Empire. Son nom complet était Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein. Mais le chemin vers les sommets du pouvoir, le chemin qui le transformera en duc de Friedland, sera long, sinueux et marqué du sceau de l'opportunisme, de la trahison et d'un calcul de génie. Il naquit le 24 septembre 1583 au château de Hersmannis en Bohême, dans une famille noble mais appauvrie. Ses parents appartenaient à l'ancienne famille tchèque des Waldstein et, ce qui est crucial pour comprendre ses métamorphoses futures, était un protestant, membre de la communauté des frères tchèques. Ainsi, le futur marteau du protestantisme et la principale épée de l'empereur catholique fut nourri de la foi hérétique. Son enfance fut sans joie et précoce. Alors qu'il n'avait que 11 ans, il perdit sa mère, et 2 ans plus tard, son père. Orphelin, il passa de main en main de parents qui ne se souciaient guère de son éducation. Cette perte précoce, l'absence d'amour parental et de stabilité, marqua sans aucun doute profondément son caractère. Il grandit renfermé, sombre, peu sociable. Il ne savait pas se faire d'amis et ne faisait confiance à personne d'autre qu'à lui-même. Dès son plus jeune âge, il apprit la principale leçon. Dans ce monde, on ne peut compter que sur sa propre force, sa ruse et sa volonté. Son tempérament agité et indiscipliné causa bien des soucis à ses tuteurs. Une légende racontée par lui-même au zénith de sa gloire veut que, jeune, il soit tombé de la fenêtre d'un haut château et ait miraculeusement survécu. Il interpréta cet événement comme un signe d'une protection céleste particulière, comme un présage de son grand destin. C'est peut-être une histoire embellie, mais elle reflète parfaitement sa foi en sa propre prédestination, qui l'accompagnera toute sa vie. Malgré sa pauvreté, il reçut une bonne éducation, bien que décousue. On l'envoya au gymnasium luthérien de Silésie, puis à l'université protestante d'Altdorf. Mais les études l'intéressaient peu. Les bagarres, les duels et les beuveries l'attiraient bien plus. Pour avoir participé à l'une de ces rixes, au cours de laquelle il battit cruellement son serviteur, il fut renvoyé de l'université. Ses tuteurs décidèrent alors de l'envoyer faire le Grand Tour en Europe, un voyage éducatif obligatoire pour les jeunes aristocrates. Il visita les Pays-Bas, l'Angleterre, la France et surtout l'Italie. C'est en Italie, dans les universités de Bologne et de Padoue, qu'il découvrit ce qui allait devenir la principale passion et le fil conducteur de toute sa vie. L'astrologie. À cette époque, l'astrologie n'était pas considérée comme de la charlatanerie, mais comme une science respectable étroitement liée aux mathématiques et à l'astronomie. Wallenstein se plongea corps et âme dans l'élaboration d'horoscopes, l'étude du mouvement des planètes et la prédiction de l'avenir par les étoiles. Il croyait sincèrement que le destin de l'homme ait été écrit dans les cieux, et qu'en connaissant les lois du cosmos, on pouvait prévoir et diriger sa vie. Tout au long de sa vie future, il ne prendra aucune décision importante, que ce soit commencer une bataille ou signer un traité, sans avoir consulté son astrologue de cour, l'Italien Giovanni Battista Ceni. Une autre décision fatidique prise à cette époque fut sa conversion au catholicisme en 1606.
Quels furent les motifs de ce geste? Était-ce une révélation spirituelle sincère? Très peu probable. Wallenstein ne fut jamais un homme de foi profonde. Sa religiosité était plutôt rituelle et superstitieuse. Il s'agissait très probablement d'un acte de calcul froid et cynique. Il voyait que dans l'empire des Habsbourg, tous les leviers du pouvoir, toutes les opportunités de carrière étaient entre les mains des catholiques. Il était pratiquement impossible pour un noble protestant d'une famille pauvre de percer. En changeant de foi, il s'ouvrit les portes de la haute société. Ce fut son premier grand acte d'opportunisme, la première démonstration qu'il était prêt à tout sacrifier pour atteindre ses objectifs, y compris la foi de ses pairs. Immédiatement après, il entra au service militaire dans l'armée de l'empereur Rodolphe II et partit en Hongrie combattre les Turcs. C'est là qu'il apprit pour la première fois le métier de la guerre. Il se révéla un officier courageux et compétent, atteignant rapidement le grade de capitaine. Mais, plus important encore, il comprit la loi fondamentale de la guerre de l'époque. La guerre n'est pas seulement une affaire de bravoure, c'est aussi une affaire d'argent, la plus rentable de toutes. Il vit comment les colonels de régiment, les condottières, amassaient d'énormes fortunes sur l'approvisionnement, le recrutement des soldats et surtout sur les contributions qu'ils levaient sur les territoires conquis. De retour de la guerre, il fit le pas calculé suivant sur la voie de la richesse. En 1609, il épousa une veuve riche, mais âgée et laide, de Moravie, Lucrétie de Vikov. Ce mariage de convenance lui apporta d'immenses domaines et un capital de départ. 5 ans plus tard, lorsque sa femme mourut, non sans son aide selon les rumeurs, bien qu'il n'y ait aucune preuve, il devint l'un des plus riches magnats de Moravie. Il avait maintenant tout, un nom noble, la foi catholique, une expérience militaire et une immense fortune. Il était prêt pour le grand jeu. Il ne savait pas encore quelles opportunités l'histoire lui offrirait. Mais, tel un prédateur, il était à l'affût. Il étudiait son horoscope, faisait fructifier ses richesses et attendait que la tempête éclate en Bohême. Et lorsqu'elle éclata, il était prêt à agir rapidement, résolument et sans aucun sentiment. On aurait dit que les vieux murs du château de Prague, qui avaient vu pendant des siècles les querelles des rois et les révoltes des barons, auraient dû s'habituer à tout. Mais ce qui se produisit ici le 23 mai 1618 secoua jusqu'à leur fondation. Non seulement la Bohême, mais toute l'Europe. Cet événement, entré dans l'histoire sous le nom de Seconde défenestration de Prague, fut l'étincelle qui alluma l'incendie de 30 ans. La patience des États protestants de Bohême était à bout. La politique du nouveau roi Ferdinand, visant à la recatholicisation et à la restriction de leurs droits garantis par la lettre de majesté, avait atteint son point de rupture. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut l'ordre des autorités royales de fermer 2 églises protestantes. Les nobles tchèques y virent une déclaration de guerre à leur liberté et à leur foi. Le 23 mai, une foule de nobles en colère, menée par le comte de Thurn, fit irruption dans la chancellerie du château de Prague. Là, ils présentèrent leurs accusations aux 2 régents royaux les plus haïs, Willem Slavata et Jaroslav Bogitas Martinic, ainsi qu'à leur secrétaire Fabricius. Les nobles les accusèrent d'être les instigateurs de la politique antiprotestante et les violateurs de la constitution bohémienne. La dispute dégénéra rapidement en altercation. Les régents, se tenant avec arrogance, refusèrent de reconnaître leur culpabilité. C'est alors que quelqu'un dans la foule cria le vieux « remède tchèque contre les traîtres », les jeter par la fenêtre. Ce ne fut pas une décision spontanée. La défenestration, c'est-à-dire le fait de jeter par la fenêtre, avait une signification symbolique dans l'histoire tchèque. De même, en 1419, des conseillers catholiques avaient été jetés par la fenêtre de l'hôtel de ville de Prague, ce qui marqua le début des guerres hussites. Ce n'était pas un simple acte de violence, mais une rupture rituelle avec le pouvoir. Slavata et Martinic furent saisis, traînés jusqu'à une fenêtre et jetés l'un après l'autre.
Leur secrétaire terrifié les suivit. La chute était d'environ 17 mètres. Ce devait être une mort certaine. Mais, à la stupéfaction de tous, les trois survécurent. La propagande catholique déclara immédiatement qu'il s'agissait d'un miracle. Des anges avaient rattrapé les martyrs innocents et les avaient doucement déposés sur le sol. Les protestants, quant à eux, affirmèrent avec sarcasme que les régents étaient simplement tombés dans un énorme tas de fumier que les serviteurs du palais entassaient sous les fenêtres. Quoi qu'il en soit, le fait même de la défenestration devint un point de non-retour. C'était une révolte ouverte. Les États de Bohême formèrent immédiatement leur propre gouvernement. La direction commencèrent à lever une armée et expulsèrent les jésuites. Ils déposèrent un Ferdinand comme leur roi et offrirent la couronne de Bohême au jeune électeur palatin Frédéric Witt, chef de l'Union évangélique et gendre du roi d'Angleterre. Ils espéraient que tous les princes protestants d'Allemagne et d'Europe viendraient à leur aide. Ce fut leur erreur de calcul fatale. C'est à ce moment de chaos et d'incertitude que Wallenstein entre en scène. En tant que l'un des plus grands magnats de Moravie, qui faisait partie des terres de la couronne de Bohême, il commandait l'un des régiments d'infanterie morave. La direction attendait de lui, comme des autres aristocrates tchèques, qu'il se joigne à la révolte. Et au début, il fit semblant de s'y conformer. Mais Wallenstein n'était ni un patriote de Bohême, ni un défenseur de la foi protestante. C'était un opportuniste, et son calcul était froid et précis. Il pesa les chances. D'un côté, des rebelles mal organisés, sans commandement unifié ni argent, dont l'espoir d'une aide étrangère était illusoire. De l'autre, un monarque légitime, bien qu'affaibli, derrière lequel se tenait toute la puissance de la maison de Habsbourg et le soutien des puissances catholiques, y compris l'Espagne. Wallenstein fit son pari. Il paria sur l'empereur, et il arrangea son passage du côté des Habsbourg avec un maximum de profit pour lui-même. Il ne se contenta pas de déserter. En juin 1619, alors qu'il se trouvait avec son régiment dans la ville d'Olomouc, il commit un acte audacieux. Il persuada une partie de ses officiers, principalement des mercenaires allemands pour qui il importait peu de savoir qui servir, de s'emparer du trésor des États de Moravie, une somme énorme de 96 000 thalers. Avec cet argent, qui devait servir à payer l'armée rebelle, il s'enfuit de Moravie et arriva à Vienne, auprès de Ferdinand, qui entre-temps avait été élu empereur. Il se présenta à l'empereur non pas en suppliant, mais en sauveur. Il lui apportait non seulement son épée, mais aussi ce dont l'empereur avait le plus besoin, de l'argent. Cet acte, un acte de trahison flagrante du point de vue des rebelles tchèques, fut aux yeux des Habsbourg la plus haute manifestation de loyauté. Wallenstein entra instantanément dans le cercle des confidents de l'empereur. Il avait démontré sa loyauté, sa détermination et surtout sa capacité à résoudre les problèmes. Tandis que la révolte bohémienne s'embrassait, Wallenstein, avec son propre argent et celui qu'il avait volé, forma un régiment de cuirassiers et participa activement aux premières batailles contre ses anciens compatriotes. Il ne fut pas un général clé à ce stade de la guerre. Le rôle principal dans l'écrasement des Tchèques fut joué par l'armée de la Ligue catholique, sous le commandement du comte de Tilly. Le 8 novembre 1620, à la bataille de la Montagne Blanche près de Prague, l'armée des rebelles bohémiens fut complètement écrasée en 1 heure à peine. Le roi d'un hiver, Frédéric V, s'enfuit du pays, et la Bohême se retrouva aux pieds de l'empereur Ferdinand II. La révolte fut noyée dans le sang. 27 de ses chefs furent exécutés sur la place de la vieille ville à Prague, la Hôtel-Dieu. Lettre de Majesté Vukosi fut déchirée. Le protestantisme fut interdit. Une recatholicisation forcée commença. Mais surtout, une redistribution grandiose de la propriété commença. Les domaines de tous les nobles rebelles furent confisqués. Et c'est là que s'ouvrirent pour Wallenstein des possibilités véritablement illimitées.
Sa trahison devait lui rapporter des dividendes dont il n'aurait pu rêver. L'écrasement de la révolte de la Montagne Blanche ne fut pas seulement une victoire militaire pour les Habsbourg. Il marqua le début d'une révolution sociale et économique totale en Bohême et en Moravie. L'empereur Ferdinand II eut l'occasion unique non seulement d'éradiquer l'hérésie, mais aussi de créer une nouvelle aristocratie qui lui serait absolument loyale en récompensant ceux qui l'avaient soutenu dans les moments difficiles. L'instrument de cette révolution fut une confiscation massive des terres. Une commission impériale spéciale fut créée, qui évalua et mit en vente des centaines de domaines appartenant aux nobles protestants rebelles. Mais ce n'était pas une vente ordinaire. Les prix de ces terres étaient artificiellement bas, et le principal problème fut la dévaluation catastrophique de la monnaie. Le trésor impérial était vide, et pour couvrir les dépenses militaires, le gouvernement prit une mesure désespérée. Il se mit à frapper ce que l'on appela les « longues monnaies ». C'étaient des pièces dont la teneur en argent était plusieurs fois inférieure à leur valeur nominale. En fait, c'était un vol légalisé. C'est dans ces eaux troubles de manipulation financière et de braderie de terre que Wallenstein manifesta son véritable génie. Le génie non pas d'un général, mais d'un entrepreneur impitoyable et astucieux. Il comprit que son heure était venue. Il ne se contenta pas d'acheter des terres pour lui-même. Il organisa tout un syndicat financier, ou consortium, qui prit le contrôle de tout le processus. À la tête de ce consortium, outre Wallenstein lui-même, se trouvaient quelques autres figures clés, un Hollandais calviniste, ce qui est en soi un paradoxe, Jan de Witt, qui était un financier de génie, et le prince Charles Ier de Liechtenstein, gouverneur de Bohême. Ce consortium obtint de l'empereur le monopole de la frappe de la monnaie en Bohême, en Moravie et en Autriche. Le schéma était simple et d'une efficacité redoutable. Le consortium empruntait de l'argent au trésor, y ajoutait une quantité énorme de cuivre et frappait avec cet alliage des millions de pièces dévaluées. Avec cet argent sans valeur, il payait l'État pour le droit de frapper monnaie et, surtout, achetait les domaines confisqués à des prix dérisoires. Puis il forçait la population à accepter ces fausses monnaies à leur valeur nominale pour le paiement des impôts qui, à leur tour, allaient dans les caisses de l'empereur, également en monnaie dévaluée. Ce fut une escroquerie financière d'une ampleur colossale qui conduisit à l'effondrement économique total de la Bohême. Les prix s'envolèrent, les artisans et les marchands firent faillite. La famine commença, la vieille aristocratie tchèque fut rayée de la carte. Mais pour les membres du consortium, ce fut un âge d'or. Ils amassèrent des fortunes inimaginables, et le plus chanceux d'entre eux fut Wallenstein. Il agissait à une échelle incroyable. Il achetait des domaines par dizaines. Il ne reculait devant rien. Chantage aux héritiers, corruption de fonctionnaires, pot de vin. En 1623, il était devenu le plus grand propriétaire terrien de Bohême. Dans le nord-est du royaume, à partir de 64 domaines qu'il avait achetés, il créa une immense possession quasi souveraine, qu'il nomma le duché de Friedland. Friedland devint son état personnel au sein de l'État. Ce n'était pas un simple ensemble de terres. Wallenstein le transforma en une machine gigantesque, parfaitement huilée, travaillant pour un seul objectif, la guerre. Il construisit des manufactures d'armes, des fabriques de draps pour les uniformes, des poudreries, des fonderies pour les canons. Il contrôlait tout, de l'extraction du minerai et de la culture des céréales à la production de bottes pour les soldats. Il créa une économie autarcique, assurant à ses futures armées tout ce dont elles avaient besoin. Il n'était plus un simple aristocrate. Il était un magnat, un industriel, un oligarque, dont la richesse et les ressources dépassaient les capacités de nombreux princes allemands. Ce fondement économique, bâti sur les eaux de la Bohême dévastée et sur une escroquerie financière de génie, devint la base de sa future puissance militaire. Il avait compris ce que d'autres n'avaient pas compris.
Dans la nouvelle guerre, le vainqueur ne sera pas celui qui a les plus courageux chevaliers, mais celui qui a le plus d'argent et la meilleure logistique. Mais la guerre qui avait commencé en Bohême n'allait pas s'éteindre. Au contraire, elle reprenait avec une nouvelle vigueur. L'écrasement des Tchèques et le renforcement des Habsbourg inquiétèrent les princes protestants d'Allemagne du Nord. Et derrière eux, de nouveaux acteurs, bien plus sérieux, se préparaient déjà à entrer en guerre. Le roi de Danemark, Christian IV, craignant pour ses possessions en Allemagne du Nord, commença à lever une armée. La guerre entrait dans sa deuxième phase, la phase danoise. L'empereur Ferdinand II se retrouva de nouveau dans une situation difficile. Sa propre armée était petite. Le principal fardeau de la lutte avait été porté par l'armée de la Ligue catholique, dirigée par le comte de Tilly. Mais Ferdinand ne faisait pas confiance à la Ligue ni à son chef, le duc Maximilien de Bavière. Il voyait en eux des concurrents qui poursuivaient leurs propres intérêts. Il avait désespérément besoin de sa propre armée, indépendante des princes, mais il n'avait pas d'argent pour la créer. Et c'est alors, en 1625, que Wallenstein entra de nouveau en scène. Il se présenta à l'empereur avec une proposition qui semblait folle, mais qui allait changer à jamais l'histoire des guerres. Il proposa de créer une armée pour l'empereur. Non pas 5 ni 10, mais 50 000 hommes. Et le plus important, il promit que cette armée ne coûterait pas un seul thaler au trésor. L'empereur, stupéfait, demanda comment c'était possible, et Wallenstein prononça sa célèbre formule, son principe fondamental. La guerre doit nourrir la guerre. La proposition de Wallenstein faite à l'empereur Ferdinand II en 1625 n'était pas seulement audacieuse, elle était révolutionnaire. Elle renversait tout le système de conduite de la guerre qui existait jusqu'alors. Jusqu'à ce moment, les armées étaient formées et entretenues par le trésor du monarque ou par des subsides d'alliés. C'était long, coûteux, et cela limitait la taille de l'armée aux capacités financières de l'État. Wallenstein proposa un modèle complètement différent. Son principe, que la guerre devait se nourrir elle-même, signifiait que l'armée devait vivre des territoires sur lesquels elle se trouvait. Peu importait qu'il s'agisse de terres ennemies ou amies, les villes et les villages, les principautés et les évêchés que son armée traversait ou dans lesquels elle était cantonnée devaient lui fournir tout le nécessaire. Nourriture, fourrage, vêtements, logements et, surtout, l'argent pour la solde des soldats. Ce système fut appelé le système des contributions. Ce n'était pas un simple pillage comme le pratiquaient toutes les armées de l'époque. Wallenstein transforma le pillage en un système, en un mécanisme administratif bien huilé. Son état-major comprenait non seulement un département militaire, mais aussi un département financier qui calculait le montant de la contribution pour chaque région. Des commissaires spéciaux étaient envoyés dans les villes et présentaient leurs exigences aux magistrats. La résistance était vaine. Un refus de payer entraînait un châtiment cruel. La ville était livrée au pillage des soldats. Ainsi, les autorités locales n'avaient d'autre choix que de collecter la somme requise auprès de leurs citoyens. Ce système offrait à Wallenstein des avantages colossaux. Premièrement, il lui permettait d'entretenir une armée immense, dont l'effectif atteignait parfois jusqu'à 100 000 hommes. Aucun monarque en Europe ne pouvait se permettre une telle chose. Son armée était la plus grande depuis l'époque de l'Empire romain. Deuxièmement, cela le rendait indépendant du trésor impérial à Vienne et des intrigues politiques des courtisans. Tant que son armée se déplaçait et percevait des contributions, il était son propre maître. Troisièmement, cela attirait dans son armée des soldats de toute l'Europe. Wallenstein se moquait éperdument de qui servait sous ses bannières, allemands, italiens, écossais, croates, catholiques, protestants ou même athées. Les principaux critères étaient le professionnalisme et la loyauté. Il offrait ce que d'autres généraux ne pouvaient offrir, une solde élevée et surtout régulière,
ainsi que la possibilité d'un enrichissement fantastique grâce au butin de guerre. Les meilleurs mercenaires de l'époque affluaient dans son camp. Ayant reçu de l'empereur le titre de commandant en chef, ou généralissime, Wallenstein commença à former son armée à une vitesse incroyable. Son duché de Friedland devint un gigantesque point de recrutement et une base arrière. De toute l'Europe, des officiers recruteurs affluaient vers lui, recevant de sa part des patentes pour former des régiments. Le système était simple. Un colonel recevait de Wallenstein de l'argent et le droit de recruter, disons, 3000 hommes. Il engageait à son tour des capitaines, ceux-ci des lieutenants, et ainsi de suite, jusqu'au bas de l'échelle. Chaque officier gagnait de l'argent sur ses soldats. C'était une gigantesque corporation militaire, où chacun avait intérêt à ce que la guerre continue, car la guerre était leur source de revenus. L'armée de Wallenstein n'était pas une simple force armée, c'était tout un monde en marche, un État dans l'État. Derrière les soldats suivait un immense convoi, où voyageaient leurs femmes, leurs enfants, des marchands, des artisans, des prostituées, des prêtres de toute confession. Dans son camp régnait une discipline de fer. Le pillage, s'il n'était pas autorisé par le haut commandement, était puni de mort. Mais en même temps, les soldats étaient protégés. Wallenstein veillait sur eux. Il s'assurait qu'ils aient de la nourriture, des vêtements, des soins médicaux. Il était pour eux non seulement un commandant, mais un protecteur suprême, un père qui nourrit et protège. Et il le payait d'une loyauté absolue, presque fanatique. C'étaient les soldats de Wallenstein et non les soldats de l'empereur. Le généralissime lui-même s'entourait d'une aura de mystère et de grandeur. Son quartier général ressemblait à la cour d'un monarque. Il vivait dans le luxe, entouré d'une garde personnelle. Il était taciturne, sombre, l'accès à lui était strictement limité. Il souffrait de la goutte, et dans son camp, un silence absolu devait régner. Le moindre bruit, un cri, l'aboiement d'un chien, même le bruit de bottes, pouvait conduire le coupable à la potence. Ce silence sinistre qui entourait le tout-puissant général produisait sur ses contemporains une impression hypnotique et effrayante. Il dirigeait son armée depuis son cabinet de campagne, encombré de cartes et de tables astrologiques. Il contrôlait personnellement tous les aspects, des itinéraires de marche des régiments au prix des céréales dans ses domaines de Friedland. C'était un génie de l'organisation, un homme qui avait réussi à transformer le chaos de la guerre en une machine bien huilée pour générer des profits et remporter la victoire. Avec cette force nouvelle et inédite, Wallenstein entra dans la phase danoise de la guerre de 30 ans. Il était prêt à montrer à l'Europe de quoi son armée était capable. Il n'allait pas simplement combattre, il allait conquérir et redessiner la carte de l'Allemagne du Nord, se créant un nouvel empire encore plus puissant. L'entrée en guerre du roi danois Christian IV en 1625 semblait une menace sérieuse pour la cause des Habsbourg. Christian n'était pas seulement roi de Danemark et de Norvège. En tant que duc de Holstein, il était également un prince du Saint-Empire romain germanique et prit la tête des forces protestantes d'Allemagne du Nord. Derrière lui se trouvaient les subsides de l'Angleterre et des Pays-Bas. Face à lui ne se trouvait que l'armée de la Ligue catholique, commandée par le vieux et expérimenté comte de Tilly. L'apparition sur scène de la nouvelle et immense armée de Wallenstein changea complètement l'équilibre des forces. Désormais, le camp catholique disposait de deux armées indépendantes, qui agissaient cependant plus en concurrentes qu'en alliées. Tilly regardait avec méfiance et jalousie l'ascension fulgurante du parvenu Wallenstein. Wallenstein, de son côté, méprisait le lent et prudent Tilly et ne voulait partager ni la gloire, ni, plus important, les contributions. Cette dualité de commandement deviendra l'un des principaux problèmes pour l'empereur. La première épreuve sérieuse pour l'armée de Wallenstein fut la bataille du pont de Dessau sur l'Elbe en avril 1626. Face à lui se trouvait l'une des armées protestantes, commandée par l'aventurier et condottière Ernst von Mansfeld, l'un des plus célèbres entrepreneurs de guerre de l'époque. Wallenstein, ayant pris une forte position défensive près du pont,
laissa Mansfeld attaquer. Puis, au moment décisif, il lança une contre-attaque dévastatrice qui aboutit à la déroute complète des protestants. Ce fut sa première grande victoire en tant que commandant en chef. Elle démontra non seulement sa maîtrise tactique, mais aussi la puissance de sa nouvelle armée. Après cette victoire, les chemins des deux armées impériales se séparèrent. Tilly resta en Allemagne du Nord pour affronter directement le roi danois, tandis que Wallenstein se lança à la poursuite de l'armée en retraite de Mansfeld en Silésie et en Hongrie, où celui-ci tentait de rejoindre le prince de Transylvanie, Gabriel Bethlen, un autre ennemi des Habsbourg. Cette campagne démontra à la fois la force et la faiblesse du système de Wallenstein. Son immense armée, se déplaçant à travers des terres dévastées, souffrit de la faim et des maladies. Mais finalement, il atteignit son but. Mansfeld mourut de maladie, et Bethlen fut contraint de conclure la paix avec l'empereur. Pendant ce temps, en août 1626, Tilly remporta une victoire décisive sur le roi Christian IV à la bataille de Lutter. L'armée danoise était vaincue. La voie vers l'Allemagne du Nord était désormais ouverte, et en 1627 et 1628, Wallenstein, de retour de sa campagne de Hongrie, déchaîna toute la puissance de son armée de 100 000 hommes sur les principautés protestantes. Ce ne fut pas une simple offensive militaire. Ce fut une conquête et une soumission systématique. Ces légions occupèrent le Brandebourg, le Mecklembourg, la Poméranie et le Jutland, la péninsule danoise elle-même. Le système des contributions fonctionna à plein régime. D'énormes sommes furent extorquées aux riches villes hanséatiques. Wallenstein était au sommet de sa puissance. C'est à ce moment que ses ambitions prirent une ampleur véritablement grandiose, presque insensée. Il ne voulait pas simplement vaincre le Danemark, il rêvait de créer une puissante flotte impériale sur la Baltique. Il voulait briser la suprématie maritime des pays scandinaves et des Pays-Bas, prendre le contrôle du commerce de la Baltique et transformer le Saint-Empire romain germanique en une grande puissance maritime. L'empereur, aveuglé par les victoires, le suivit. Il accorda à Wallenstein les titres de duc de Mecklembourg, déposant les ducs protestants légitimes, et de général des mers Océane et Baltique. C'était une démarche sans précédent. Un roturier, un parvenu, était devenu un prince régnant de l'Empire, obtenant un pouvoir égal à celui des électeurs. Mais sur le chemin de ses rêves baltiques se dressa une petite mais fière ville hanséatique, Stralsund. Cette ville portuaire sur la côte de la Poméranie refusa de laisser entrer une garnison impériale dans ses murs et de payer une contribution. Wallenstein entra en fureur. Il s'écria que cette ville devait être prise, même si elle était enchaînée au ciel, et en 1628, il en commença le siège. Le siège de Stralsund devint sa première défaite sérieuse et un tournant. Les habitants se battirent avec un courage désespéré. Et surtout, la flotte et les troupes de deux puissances qui suivaient avec inquiétude les succès de Wallenstein vinrent à leur aide. Le Danemark et, ce qui est beaucoup plus important, la Suède. Un débarquement suédois dans la ville aida à repousser tous les assauts. Wallenstein n'avait pas de flotte pour bloquer la ville par la mer. Après plusieurs mois d'attaques infructueuses, ayant perdu des milliers de soldats, il fut contraint de lever le siège. L'échec de Stralsund montra les limites de sa puissance. Mais même malgré cela, le Danemark fut mis à genoux. En 1629, la paix de Lübeck fut signée, par laquelle Christian IV se retirait de la guerre, renonçant à tous ses projets en Allemagne. L'empereur Ferdinand II et Wallenstein étaient au zénith de leur gloire. Le parti catholique triomphait. Il semblait que la guerre était gagnée et qu'on pouvait maintenant en récolter les fruits. Et l'empereur, poussé par ses conseillers les plus radicaux et par sa propre confiance en la protection divine, fit un pas fatal. Un pas qui, non seulement ne mit pas fin à la guerre, mais la plongea dans une nouvelle phase, encore plus sanglante. Il publia l'édit de restitution. Le triomphe de l'empereur et de son généralissime en 1629 fut total et,
semblait-il définitif. Le Danemark était vaincu, les princes protestants d'Allemagne du Nord soumis, les armées catholiques n'avaient pas leur pareil. Ferdinand II sentit que le moment était venu non seulement de consolider le succès militaire, mais aussi de réaliser son plus grand rêve, faire reculer l'histoire et entamer une recatholicisation à grande échelle de l'Empire. Le 6 mars 1629, il publia un document qui entra dans l'histoire sous le nom d'édit de restitution. Cet édit, promulgué sans l'accord de la Diète d'Empire, sur la seule base de l'autorité impériale, fut une véritable bombe placée sous le fragile édifice de la paix allemande. Il ordonnait la restitution à l'Église catholique de toutes les terres et possessions, 2 archevêchés, 12 évêchés et des centaines de monastères, qui avaient été sécularisés par les protestants après 1552. De plus, il confirmait que la paix d'Augsbourg ne s'appliquait qu'aux luthériens et que les calvinistes restaient hors la loi. Ce n'était pas un simple acte juridique. C'était une déclaration de guerre à tout le monde protestant d'Allemagne. Il menaçait de déposséder des dizaines de princes régnants, de comtes et de villes libres. Il sapait les fondements de l'existence d'États aussi puissants que le Brandebourg et la Saxe. L'exécution de cet édit fut confiée aux armées impériales, c'est-à-dire en premier lieu à l'armée de Wallenstein. Ces soldats commencèrent à expulser par la force les administrateurs protestants et à remettre les terres aux prêtres catholiques. Cela provoqua une tempête d'indignation. Même les princes protestants qui étaient restés neutres jusqu'alors, comme l'électeur de Saxe Jean-Georges, comprirent qu'il s'agissait de leur survie. L'édit rallia tous les protestants face à une menace commune. Mais, plus importante encore, il terrifia également les princes catholiques. Le chef de la Ligue catholique, le duc Maximilien de Bavière, et d'autres électeurs observèrent avec horreur ce qui se passait. Ils virent dans l'édit de restitution et, en particulier dans ses méthodes d'application, non pas tant le triomphe de la foi qu'un renforcement très dangereux du pouvoir de l'empereur. Et le principal instrument de ce renforcement était Wallenstein. En 1630, Wallenstein était devenu l'homme le plus puissant de l'Empire, et son pouvoir ne connaissait pas de limite. Son armée, vivant de contributions, dévastait les terres de tous sans distinction, protestants et catholiques. Ses agents achetaient des terres, ses fonctionnaires dictaient leur volonté aux villes. Il se comportait non pas comme un serviteur de l'empereur, mais comme un monarque souverain. Il menait ses propres négociations diplomatiques, nourrissait des plans de réforme de l'Empire, où le pouvoir des princes serait limité, et celui de l'empereur, et le sien, absolu. Il était devenu un État dans l'État, une force incontrôlable qui menaçait tout l'ordre traditionnel de l'Empire. Les princes catholiques comprirent qu'en aidant l'empereur à écraser les protestants, ils avaient élevé un monstre qui menaçait maintenant leurs propres libertés et privilèges. La haine de Wallenstein unit ses ennemis. Tous étaient contre lui. Les princes catholiques, menés par Maximilien de Bavière, qui voyaient en lui une menace pour leur liberté. Les princes protestants, pour qui il était l'exécuteur du funeste édit de restitution. Les Habsbourg d'Espagne, qui suivaient son ascension avec jalousie et suspicion, et ne faisaient pas confiance à ses négociations secrètes. De nombreux conseillers à la cour impériale de Vienne, qui intriguaient contre lui, murmurant à l'empereur son orgueil démesuré et ses ambitions dangereuses. Leur heure sonna en 1630, lorsque Ferdinand II convoqua une diète des électeurs à Ratisbonne. L'objectif principal de l'empereur était d'obtenir l'élection de son fils, Ferdinand III, comme roi des Romains, c'est-à-dire son héritier. Mais les princes lui posèrent un ultimatum. Ils déclarèrent qu'ils ne soutiendraient pas son fils tant que le problème Wallensteins ne serait pas résolu. Ils présentèrent à l'empereur une longue liste de griefs sur les exactions de son armée et sur le comportement inacceptable de son généralissime. Ils exigeaient sa démission immédiate. L'empereur Ferdinand se retrouva dans une situation des plus difficiles. Il devait tout à Wallenstein,
Wallenstein avait sauvé son trône à 2 reprises. Mais la pression des électeurs était trop forte. Sans leur soutien, son pouvoir serait illusoire. De plus, à Vienne, on lui rapportait constamment que Wallenstein menait des négociations secrètes avec les protestants et nourrissait des plans de trahison. Après de longues hésitations, l'empereur, faible et indécis, céda. Il prit la décision de sacrifier son plus génial général pour préserver la paix politique dans le camp catholique. Des ambassadeurs furent envoyés à Wallenstein, qui se trouvait à son quartier général de Memmingen, avec l'édit impérial de démission. Tout le monde retint son souffle. Personne ne savait comment réagirait le tout-puissant généralissime. Il commandait une armée de 100 000 hommes qui lui étaient fanatiquement dévoués. Il pouvait se rebeller, marcher sur Vienne, déclencher une guerre civile. Mais la réaction de Wallenstein stupéfia tout le monde. Il reçut les ambassadeurs avec un calme glacial. Après avoir écouté le décret, il leur montra une carte astrologique qui se trouvait sur la table. Les étoiles, déclara-t-il, lui avaient déjà prédit que l'esprit de l'empereur était sous l'influence de l'esprit du duc de Bavière et qu'il lui fallait, à lui, Wallenstein, se retirer. Sans un mot de protestation, il accepta de déposer son commandement. Il licencia sa gigantesque armée et se retira dans ses domaines de Bohême, dans son magnifique palais de Jitchin. Ce n'était pas une manifestation de soumission, c'était le coup d'un grand maître d'échecs. Il se retirait invaincu, il se retirait en sachant que sans lui, l'Empire était sans défense. Et il était absolument certain que très bientôt, l'empereur et les princes, qui s'étaient débarrassés de lui, viendraient le supplier à genoux de revenir. Et il ne se trompa pas, car le jour même où il déposa son commandement, au nord de l'Allemagne, sur l'île d'Usedom, débarquait déjà un nouvel ennemi, le plus terrible que l'Empire ait jamais connu. Du nord venait un ouragan, et son nom était Gustave II Adolphe, roi de Suède. La démission de Wallenstein fut accueillie à Ratisbonne par un soupir de soulagement. Les princes pensaient avoir éliminé la principale menace à leur ordre du monde. L'empereur confia le commandement des restes de l'armée impériale au comte de Tilly, qui dirigeait désormais les forces unies de la Ligue et de l'Empire. Tous croyaient que la guerre était presque terminée. C'était l'une des plus grandes illusions de l'histoire, tandis qu'ils célébraient leur victoire politique sur les côtes de la Poméranie, le 6 juillet 1630, débarquait l'armée suédoise. Elle était dirigée par le roi Gustave II Adolphe, entré dans l'histoire sous les surnoms de Lion du Nord ou Roi des Neiges. C'était un homme qui, aux côtés de Wallenstein, était le plus grand génie militaire de son époque. Mais il était son parfait opposé. Wallenstein était un intrigant mystérieux et sombre, dirigeant une foule hétéroclite de mercenaires. Gustave Adolphe était charismatique, ouvert et un luthérien profondément religieux, qui menait personnellement ses soldats au combat. Il n'était pas venu en Allemagne en simple conquérant. Il se proclama le défenseur de la foi protestante et des libertés germaniques contre la tyrannie des Habsbourg. Mais sa principale force n'était pas l'idéologie, mais l'armée. L'armée suédoise était quelque chose de complètement nouveau pour l'Europe. Contrairement aux hordes de mercenaires de Wallenstein ou de Tilly, elle était en grande partie nationale, basée sur la conscription. Les paysans suédois étaient indisciplinés, motivés par leur zèle religieux et leur loyauté personnelle envers leur roi. Mais surtout, Gustave Adolphe avait mené une véritable révolution militaire. Il allégea les mousquets et les piques. Il introduisit les cartouches en papier, ce qui tripla la cadence de tir de l'infanterie. Il créa une artillerie de régiments légère et mobile qui pouvait manœuvrer sur le champ de bataille avec l'infanterie. Il développa une nouvelle tactique linéaire qui permettait d'utiliser au maximum la puissance de feu. Sa cavalerie était entraînée non pas à tirer au pistolet, mais à charger au grand galop à l'arme blanche. Ce n'était pas une simple armée, c'était une machine de guerre de nouvelle génération. Au début, les princes protestants allemands le traitèrent avec méfiance,
Mais la cruauté des troupes impériales et la pression implacable de l'édit de restitution ne leur laissèrent pas le choix. Un catalyseur terrible fut un événement qui secoua toute l'Europe. En mai 1631, l'armée du comte de Tilly prit d'assaut et soumit au pillage monstrueux la ville protestante de Magdebourg. La ville fut presque entièrement incendiée. Environ 20 000 de ses habitants furent sauvagement assassinés. Le sac de Magdebourg devint le symbole des horreurs de la guerre de 30 ans et força les princes protestants hésitants, y compris les électeurs de Brandebourg et de Saxe, à se joindre aux Suédois. Gustave Adolphe disposait maintenant d'une puissante coalition, et le 17 septembre 1631, près du village de Breitenfeld, non loin de Leipzig, eut lieu la bataille décisive. L'armée de Gustave Adolphe et de ses alliés saxons affronta les vétérans du comte de Tilly. Et là, la nouvelle tactique suédoise démontra sa supériorité totale. Les Saxons furent rapidement vaincus et s'enfuirent. Mais le centre suédois tint bon face à l'assaut de l'ancienne tactique impériale des tertios et, grâce à sa manœuvrabilité et à sa puissance de feu, infligea une défaite écrasante à l'armée de Tilly. La bataille de Breitenfeld fut une catastrophe pour les Habsbourg. L'armée invincible de la Ligue catholique était anéantie. Le vieux Tilly était vaincu et démoralisé. La voie vers le cœur de l'Allemagne était ouverte. En quelques mois, Gustave Adolphe traversa tout le pays par le fer et le feu. Il occupa la Franconie, traversa le Rhin, envahit la Bavière, le cœur même du camp catholique. En avril 1632, à la bataille du Lech, le comte de Tilly fut mortellement blessé. L'Empire se retrouva sans armée et sans général. Les Suédois se tenaient devant les murs de Munich et menaçaient Vienne elle-même. L'empereur Ferdinand II paniqua. Sa cour fut saisie de désespoir, et tous les regards se tournèrent dans une seule direction. Vers la Bohême, où, dans son somptueux palais, vivait le seul homme capable d'arrêter le déluge suédois. L'homme qu'ils avaient eux-mêmes humilié et démis de ses fonctions. Albrecht von Wallenstein. Des messagers s'envolèrent vers Vienne avec des supplications. Mais Wallenstein ne se pressa pas. Il savourait son triomphe. Il fit attendre et supplier l'empereur. Il mena de longues et humiliantes négociations pour la cour. Il comprenait qu'il pouvait désormais dicter n'importe quelle condition, et il les dicta. Ses exigences, exposées dans le traité de Gollersdorf, étaient sans précédent. Il exigeait le poste de commandant en chef non seulement des troupes impériales, mais de toutes les troupes alliées, y compris l'armée de la Ligue catholique. Il exigeait un pouvoir total, absolu et illimité sur l'armée. L'empereur n'avait pas le droit d'interférer dans ses décisions militaires, de donner des ordres ou de nommer des officiers. L'armée n'obéissait qu'à lui. Il exigeait le droit de négocier de manière indépendante avec l'ennemi et de conclure la paix. Il exigeait que l'édit de restitution soit abrogé ou, du moins, suspendu. En guise de garantie, il exigeait pour lui-même l'une des principautés héréditaires des Habsbourg et le droit à l'un des électorats conquis. Ce n'étaient pas les conditions d'un général mercenaire, c'étaient les conditions d'un dictateur. Il exigeait un pouvoir égal à celui de l'empereur. Ferdinand II et ses conseillers furent horrifiés, mais ils n'avaient pas le choix. Ils acceptèrent tout. Wallenstein redevint généralissime. Et, comme par magie, une nouvelle armée sortit de terre. Son nom était magique. En apprenant qu'il levait de nouveau une armée, des mercenaires de toute l'Europe affluèrent de nouveau vers lui. En quelques mois, il rassembla sous ses bannières plus de 40 000 hommes. Il était de retour, encore plus puissant, encore plus mystérieux et encore plus dangereux qu'auparavant. Les deux plus grands généraux de l'époque, les deux titans, Wallenstein et Gustave Adolphe, allaient maintenant s'affronter dans une lutte décisive. Le sort de l'Allemagne était en jeu. Le retour de Wallenstein sur le théâtre des opérations changea instantanément la situation stratégique. L'avancée rapide des Suédois fut stoppée. Gustave Adolphe, habitué aux victoires rapides sur des adversaires indécis,
se retrouva face à un ennemi égal en force et en ruse. Commença une grande partie d'échecs dont l'enjeu était toute l'Europe centrale. La première chose que fit Wallenstein, après avoir rassemblé sa nouvelle armée, fut de chasser les Saxons, alliés des Suédois, de Bohême, et de marcher pour rejoindre les restes de l'armée bavaroise. Puis il effectua une manœuvre brillante, contournant Gustave Adolphe et occupant l'ancienne forteresse d'Altefeste près de Nuremberg, coupant ainsi les communications du roi suédois. Gustave Adolphe fut contraint d'attaquer. Pendant plusieurs semaines, à l'été 1632, les deux plus grandes armées de l'époque se firent face près de Nuremberg. Wallenstein transforma son camp en une forteresse imprenable, l'entourant d'un système complexe de tranchées, de redoutes et de positions d'artillerie. Il n'avait pas l'intention d'engager un combat ouvert. Il choisit une tactique d'usure, sachant que dans cette immense masse de gens rassemblés en un seul lieu, la faim et les maladies ne tarderaient pas à apparaître. Gustave Adolphe tenta à plusieurs reprises de l'attirer en rase campagne, mais en vain. Finalement, il fut contraint de lancer un assaut désespéré contre le camp fortifié de Wallenstein. L'attaque fut repoussée avec d'énormes pertes pour les Suédois. Ce fut la première défaite tactique de Gustave Adolphe sur le sol allemand. Son aura d'invincibilité s'estompa. Épuisés et ayant subi de lourdes pertes dues aux maladies, les deux armées furent contraintes de se retirer de Nuremberg. Le match nul stratégique était clairement en faveur de Wallenstein. Ensuite, Wallenstein se dirigea vers le nord, en Saxe, le principal État allemand allié des Suédois. Il voulait punir l'électeur Jean-Georges et le forcer à se retirer de la guerre. Son armée soumit la Saxe à un pillage total. Gustave Adolphe, ne pouvant abandonner son principal allié à son sort, fut contraint de se hâter à son secours. En novembre 1632, les armées se rencontrèrent près de la petite ville saxonne de Lützen. Le temps était épouvantable. Un brouillard épais et froid enveloppait les champs, rendant la visibilité quasi nulle. Gustave Adolphe voulait attaquer immédiatement, mais en raison du brouillard, il dut reporter le début de la bataille au matin du 16 novembre. Ce retard permit à Wallenstein de renforcer ses positions. Il disposa son armée le long de la route, utilisant les fossés comme des tranchées naturelles, et renforça son flanc avec de l'artillerie sur une colline. La bataille de Lützen fut l'une des plus sanglantes et des plus acharnées de l'histoire de la guerre de 30 ans. C'était l'affrontement de deux systèmes militaires, de deux génies, de deux idéologies. Lorsque le brouillard se dissipa un peu, le roi suédois, vêtu d'un simple collet de cuir car il ne pouvait porter de cuirasse à cause d'une ancienne blessure, mena personnellement sa cavalerie à l'assaut du flanc gauche des impériaux. L'attaque fut furieuse. Les escadrons suédois enfoncèrent plusieurs régiments et s'emparèrent de la batterie impériale. Mais dans le feu de l'action, dans l'épaisse fumée de la poudre et le brouillard, le roi, avec sa petite escorte, se détacha des forces principales et tomba sur un détachement de cuirassiers impériaux. Un combat court et brutal s'engagea. Gustave Adolphe fut blessé au bras, puis reçut une balle dans le dos. Son cheval, affolé par la douleur, l'emporta vers l'ennemi. Il tomba à terre où il fut entouré de cavaliers ennemis. Ses dernières paroles, en réponse à la question de savoir qui il était, furent qu'il avait été le roi de Suède. On l'acheva d'un coup de pistolet à la tête et de plusieurs coups d'épée. La mort du roi aurait pu entraîner la déroute complète des Suédois. Mais son second, Bernard de Saxe-Weimar, fit preuve d'une incroyable ténacité. Apprenant la mort du monarque, il cacha la nouvelle aux soldats et, criant « Vengeons le roi !», les mena dans une nouvelle attaque encore plus furieuse. L'infanterie suédoise, les célèbres brigades bleues et jaunes, fit des prodiges d'héroïsme. Ils reprirent les positions perdues et, le soir, après l'arrivée de renforts suédois, forcèrent l'armée de Wallenstein à se retirer du champ de bataille. Formellement, la bataille se termina par une victoire suédoise. Ils restèrent maîtres du champ de bataille.
s'emparèrent de toute l'artillerie impériale et retrouvèrent le corps mutilé de leur roi. Mais ce fut une victoire à la Pyrrhus. Ils la payèrent d'un prix terrible. Ils avaient perdu leur chef, leur génie, l'âme de leur armée. Wallenstein, quant à lui, se retira en bon ordre. Son armée n'était pas anéantie. Il punit sévèrement plusieurs officiers et soldats pour lâcheté au combat, organisant des exécutions exemplaires. Mais son comportement après la bataille fut extrêmement étrange. Au lieu de profiter de la désorganisation du camp suédois et d'exploiter son succès, il emmena son armée dans ses quartiers d'hiver en Bohême et tomba dans une passivité inexplicable. Cette passivité, cette occasion manquée d'écraser définitivement l'ennemi, devint la principale cause des soupçons qui le conduiront finalement à sa perte. Pourquoi resta-t-il inactif? Était-il brisé physiquement et moralement? Pensait-il qu'avec la mort de Gustave Adolphe, la guerre était de fait gagnée et qu'il pouvait maintenant entamer des négociations? Ou, comme l'affirmaient ses ennemis, conservait-il délibérément l'armée suédoise comme un contrepoids afin de l'utiliser dans ses propres jeux politiques contre l'empereur? Le mystère de Lützen devint le premier pas de Wallenstein vers l'échafaud. La mort de Gustave Adolphe à Lützen marqua un tournant dans la guerre. L'armée suédoise, privée de son chef de génie, perdit son élan offensif. Sa direction politique passa au chancelier Axel Oxenstierna, qui réussit à maintenir la coalition anti-habsbourgeoise en créant la Ligue de Heilbronn des princes protestants. Mais la puissance militaire des Suédois n'était plus la même. Une occasion unique s'offrait à Wallenstein d'infliger à l'ennemi une défaite écrasante et de dicter la paix à l'Allemagne selon ses propres termes. Mais il ne le fit pas. Toute l'année 1633, à la stupéfaction de ses amis et de ses ennemis, il la passa dans une inaction inexplicable. Son immense armée stationnait en Bohême et en Silésie, accablant de contributions des terres alliées, mais n'entreprenant aucune opération offensive sérieuse. Au lieu de combattre, Wallenstein commença à tisser une toile complexe de négociations secrètes. Ses émissaires sillonnaient toute l'Europe. Il menait des négociations séparées avec l'électeur de Saxe, tentant de le détacher de l'alliance avec les Suédois. Il contactait le chancelier Oxenstierna, laissant entendre la possibilité d'action commune contre la Bavière. Il entretenait une correspondance secrète avec le cardinal de Richelieu, principal ennemi des Habsbourg. Quels étaient ses véritables objectifs? C'est la principale énigme sur laquelle les historiens se penchent encore aujourd'hui. Plusieurs versions existent et chacune a ses arguments. La première version, le patriote pacificateur. Selon cette version, la plus romantique, Wallenstein était un homme en avance sur son temps. Il voyait que la guerre avait complètement épuisé l'Allemagne, qu'elle s'était transformée en une boucherie insensée où plus personne ne se souvenait des objectifs initiaux. Il comprit qu'aucun des deux camps ne pouvait obtenir une victoire totale. Et il décida que sa mission était d'imposer la paix à l'Empire par la force, une paix fondée sur le compromis, sur la tolérance religieuse. Il proposait d'abroger l'édit de restitution, et sur un pouvoir central fort, libre de l'influence des puissances étrangères, la Suède et la France, ainsi que de l'égoïsme des princes allemands. De ce point de vue, ces négociations n'étaient pas une trahison, mais une tentative de former une large coalition pour forcer l'empereur et tous les autres belligérants à cesser l'effusion de sang. Il voulait devenir l'arbitre de l'Allemagne, son sauveur. La deuxième version, l'égoïste usurpateur. Ses ennemis à Vienne et les historiens sceptiques ont une opinion tout à fait différente. Ils affirment que Wallenstein n'était mû que par des ambitions personnelles démesurées. Son but ultime n'était pas de sauver l'Empire, mais de créer son propre royaume. Il négociait avec les ennemis de l'empereur pour s'emparer, avec leur aide, de la couronne de Bohême, à laquelle, selon les rumeurs, il aspirait depuis longtemps. Il voulait trahir son bienfaiteur, l'empereur, et construire sa propre dynastie sur les ruines de son pouvoir. De ce point de vue, son inaction était un sabotage délibéré,
visant à affaiblir le pouvoir impérial et à créer des conditions favorables à sa propre rébellion. La troisième version, le joueur malade et fatigué. Il existe aussi une troisième version, plus prosaïque. En 1633, Wallenstein était déjà un homme gravement malade. Sa goutte avait atteint un tel stade qu'il ne pouvait souvent plus marcher et devait être transporté sur une litière. Des douleurs constantes aggravaient probablement sa méfiance naturelle, son indécision et sa tendance à la procrastination. Il avait peut-être simplement perdu son énergie et sa poigne d'antan. Il s'était empêtré dans sa propre toile d'intrigue, négociant avec tout le monde à la fois, mais ne faisant confiance à personne. Il attendait, hésitait, consultait les étoiles, perdant un temps précieux pendant que ses ennemis agissaient. Quelle que soit la version correcte, son comportement suscitait une irritation et une méfiance croissante à la cour impériale de Vienne. Le parti espagnol de la cour, qui haïssait Wallenstein, rapportait constamment à l'empereur ses négociations traîtresses. Ses propres généraux, qu'il avait lui-même élevés, commencèrent à voir dans sa passivité une menace pour leur carrière et leur fortune. Beaucoup d'entre eux, comme les Italiens Ottavio Piccolomini et Matthias Gallas, ainsi que le comte allemand Aldringen, n'étaient pas seulement des généraux, mais aussi des intrigants de cour étroitement liés à la cour de Vienne. Ils commencèrent à correspondre secrètement avec Vienne, rapportant chaque démarche suspecte de leur commandant. Les deux derniers événements furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. À la fin de 1633, Wallenstein, ignorant un ordre direct de l'empereur, refusa de mener l'armée au secours de la Bavière assiégée. Et en janvier 1634, dans la ville de Pilsen, il rassembla ses officiers supérieurs et les força à signer le serment de Pilsen, un serment de fidélité à sa personne. Bien que le texte du serment contint une clause de fidélité à l'empereur, le simple fait de l'exiger fut perçu à Vienne comme la préparation d'une rébellion ouverte. Le complot contre Wallenstein entra dans sa phase finale. L'empereur Ferdinand II, définitivement convaincu de la trahison de son généralissime, signa une patente secrète le 24 janvier 1634. Dans celle-ci, il démettait secrètement Wallenstein de son poste de commandant en chef et chargeait ses généraux Gallas, Aldringen et Piccolomini de l'arrêter, mort ou vif, et de le ramener à Vienne. Le 18 février, une seconde patente, cette fois publique, fut publiée, dans laquelle Wallenstein et ses plus proches collaborateurs étaient déclarés coupables de haute trahison. Wallenstein, apprenant cela, comprit que les ponts étaient coupés. Il fit son dernier coup désespéré. À la tête de plusieurs régiments qui lui étaient restés fidèles, il quitta Pilsen et se dirigea vers la frontière, vers la ville de Geur, avec l'intention manifeste de se joindre ouvertement aux Suédois et aux Saxons. Il ne savait pas encore que son sort était déjà scellé. Derrière lui, sur ses talons, les conspirateurs le suivaient déjà. La chasse au lion avait commencé. L'arrivée de Wallenstein à Eger le 24 février 1634 fut le dernier acte de sa vie, un acte plein d'une ironie tragique. Il était venu dans cette ville frontalière en quête de refuge et d'alliance avec les ennemis de l'empereur, mais n'y trouva que la mort des mains de ses propres officiers. La ville et sa forteresse étaient sous le commandement de 3 hommes, les lieutenants-colonels John Gordon et Walter Leslie, écossais, et le major Walter Butler, irlandais. Tous étaient des mercenaires étrangers, des protestants, c'est-à-dire des hommes en qui, semblait-il, Wallenstein pouvait avoir plus confiance qu'en ses généraux catholiques. Mais ce sont précisément eux qui deviendront ses bourreaux. Le principal organisateur du complot sur place, Ottavio Piccolomini, ne se rendit pas à Eger lui-même. Il resta à Pilsen, mais avant cela, il eut le temps de s'entretenir avec Gordon, Leslie et Butler. Il leur montra la patente impériale déclarant Wallenstein traître et leur promit au nom de l'empereur d'énormes récompenses, des terres et des titres pour son élimination. Pour ces mercenaires professionnels, dont la loyauté avait toujours un prix,
Le choix était évident. Ils décidèrent d'exécuter la volonté de l'empereur. Le soir du 25 février, le commandant Gordon organisa au château d'Eger un banquet en l'honneur des plus fidèles et proches collaborateurs de Wallenstein qui l'accompagnaient. Le Feldmaréchal Christian von Illo, le général Adam Tachka von Lipa, le comte Wilhelm Kinsky et le Rittmeister Neumann. Wallenstein lui-même, souffrant d'une nouvelle crise de goutte, n'assista pas au banquet et resta dans ses appartements de la maison Pachelbel sur la place principale de la ville. Le banquet battait son plein, le vin coulait à flots, les conspirateurs portaient des toasts hypocrites à la santé du généralissime. Et pendant ce temps, un détachement de dragons commandé par Butler et le capitaine d'Evreux pénétra secrètement dans le château. Lorsque le dessert fut servi, Leslie donna le signal convenu. Soudain, les portes du château se refermèrent, le pont-levis fut relevé. Dans la salle du festin firent irruption des dragons, épées nues. Les invités, surpris et désarmés, car ils avaient laissé leurs armes à l'entrée, ne purent opposer de résistance. Kinsky fut tué sur le coup. Illo réussit à saisir une épée et se défendit désespérément, mais fut abattu. Terchka, un guerrier puissant, réussit à se frayer un chemin jusqu'à la cour, mais là aussi on le rattrapa et on le transperça de hallebarde. En quelques minutes, tout était terminé. Le sommet du parti de Wallenstein était anéanti. Il restait maintenant la cible principale, le généralissime lui-même. Un petit détachement dirigé par le capitaine d'Evreux se rendit à la maison Pachelbel. Ils défoncèrent les portes et firent irruption dans la maison. Les serviteurs et les gardes furent massacrés. Les conspirateurs montèrent les escaliers en courant et se retrouvèrent devant la porte de la chambre de Wallenstein. Ils s'étaient déjà réveillés au bruit. Lorsque d'Evreux défonça la porte et fit irruption dans la pièce, il vit Wallenstein debout près de la fenêtre. Il n'était qu'en chemise de nuit, sans défense. Il ne cria ni n'appela à l'aide. Il se contenta d'écarter les bras, comme pour accepter l'inévitable. D'Evreux cria qu'il était un vieux scélérat perfide et un traître, et lui transperça la poitrine de sa hallebarde. Le coup fut si violent que Wallenstein mourut sur le coup, sans pousser un cri. Le corps du plus grand général de son époque fut enveloppé dans un tapis et traîné dans la rue, où il resta jusqu'au matin. Ainsi, dans un massacre sale et sanglant, dans une ville frontalière reculée, s'acheva la vie de l'homme qui avait commandé des armées, renversé des ducs et fait trembler des empereurs. L'assassinat de Wallenstein fut accueilli à Vienne par une liesse officielle. Les conspirateurs furent comblés de récompenses, comme l'avait promis Piccolomini. Leur crime fut qualifié d'acte de justice. Les immenses possessions de Wallenstein et de ses collaborateurs furent confisquées et distribuées à ceux qui avaient participé à son élimination. L'empereur s'était débarrassé de l'homme qu'il craignait plus que tous ses ennemis. Mais le meurtre, commis sans procès, jeta une ombre indélébile sur la maison de Habsbourg et devint pour longtemps un sujet de controverse et de condamnation dans toute l'Europe. Le drame de Wallenstein était terminé, mais son fantôme allait encore longtemps planer sur les champs de bataille de la guerre de Trent-Hans. La mort de Wallenstein ne mit pas fin à la guerre. Au contraire, elle priva l'empereur du seul général qui aurait peut-être pu y mettre fin par la force ou la diplomatie. Le commandement de l'armée impériale passa à ses assassins et anciens subordonnés, Gallas et Piccolomini. La même année, en 1634, ils remportèrent, en s'alliant aux troupes espagnoles, une grande victoire sur les Suédois à la bataille de Nördlingen, mais cela n'apporta pas la paix. La France entra ouvertement en guerre, et le carnage sanglant en Allemagne se poursuivit pendant encore 14 longues et douloureuses années, se transformant définitivement de conflits religieux en une lutte pan-européenne pour l'hégémonie. Quel est donc l'héritage d'Albrecht von Wallenstein? Comment l'histoire a-t-elle jugé ce titan, né et englouti par la guerre? L'évaluation de sa figure suscite encore aujourd'hui de vives controverses.
formant ce que les historiens appellent la question Wallenstein. Pour certains, en particulier les historiens nationalistes allemands du XIXe siècle, il fut un traître de la pire espèce, un Tchèque au service d'un empereur allemand qui, au moment décisif, manqua à son devoir pour ses propres ambitions égoïstes. Il voyait en lui le symbole des forces centrifuges et égoïstes qui avaient toujours entravé l'unification de l'Allemagne. Son assassinat, de ce point de vue, fut un acte cruel mais nécessaire pour sauver l'Empire. Pour d'autres, et ce point de vue devint particulièrement populaire après les horreurs des guerres mondiales du XXe siècle, il fut un héros tragique, un pacificateur incompris. Le grand poète allemand Friedrich Schiller, dans sa célèbre trilogie dramatique Wallenstein, a créé précisément cette image romantique. Son Wallenstein est une figure colossale, en avance sur son temps, qui aspirait à la paix et à la tolérance religieuse, mais qui fut détruite par les intrigues de petites gens envieuses et par l'indécision de l'empereur. Il devint la victime du système même qu'il tentait de réformer. Les historiens contemporains, en règle générale, évitent des jugements aussi extrêmes. Ils voient en lui une figure complexe, aux multiples facettes et profondément contradictoires, qu'il est impossible de classer simplement dans les catégories de héros ou de scélérats. Il fut sans aucun doute un génie militaire. Ses capacités d'organisation, son aptitude à créer et à diriger d'immenses armées n'avaient pas leur pareil. Son système de contribution, aussi cruel fut-il, devint le prototype de toutes les armées européennes pour les 150 années suivantes. Il fut l'un des pères fondateurs du militarisme moderne, un homme qui comprit que la guerre n'est pas seulement une affaire de tactique, mais aussi de logistique, d'économie et d'administration. Il fut un génie des affaires, un entrepreneur de guerre sans principes et cynique. Il fit fortune à la guerre, une fortune comparable au budget d'États entiers. Il fut un pionnier du complexe militaro-industriel, transformant ces domaines en une gigantesque usine travaillant pour l'armée. Mais qui était-il en tant que politicien? Il n'était probablement ni un pur traître, ni un pacificateur idéaliste. Il était l'expression suprême du condottiere, du mercenaire, dont la loyauté n'appartenait ni à une nation ni à une foi, mais seulement à ses propres intérêts et à son propre projet. Son projet était un empire fort et pacifié, où régneraient la loi et l'ordre. Mais à la tête de cet empire, en tant que son dictateur non couronné, il se voyait lui-même. Sa tragédie fut que ses objectifs, peut-être progressistes, la paix, la tolérance religieuse, un pouvoir central fort, mais que ses méthodes pour les atteindre et ses ambitions personnelles sans bornes effrayaient absolument tout le monde. Il voulait sauver l'Empire, mais l'Empire ne voulait pas être sauvé à ses conditions. Il était devenu trop grand, trop puissant, trop dangereux pour le système qu'il servait. Et le système le détruisit. L'histoire d'Albrecht von Wallenstein est l'histoire éternelle des relations entre le génie et le pouvoir, d'un homme qui créa une force si puissante qu'elle finit par l'engloutir lui-même. Il fut un produit du chaos et devint lui-même le chaos. Son ascension fut semblable à une comète, illuminant le ciel sombre de la guerre de 30 ans, et sa chute devint un avertissement redoutable à tous ceux qui osent défier leur maître et croient pouvoir redessiner seuls la carte du monde, en ne suivant que les prédictions d'étoiles lointaines et froides. Vous avez écouté l'histoire d'Albrecht von Wallenstein, l'histoire d'un homme qui fut plus qu'un général et moins qu'un roi. Merci de votre temps et de votre attention. Si vous souhaitez continuer à vous plonger dans les pages les plus dramatiques et ambiguës de l'histoire mondiale, abonnez-vous à notre chaîne, laissez vos commentaires et partagez ce récit avec ceux que cela pourrait intéresser. De nombreux autres voyages dans le temps nous attendent.